Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h-17h. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Ficat. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. La famille est une instance de socialisation centrale. La majorité des enfants reçoivent leurs premiers apprentissages sociaux au sein de leur famille avec leurs parents, frères et sœurs, et c'est avec eux qu'ils sont d'abord socialisés. La famille transmet les normes fondamentales qui permettent à l'individu de trouver sa place dans la société, et ces normes vont marquer le reste de sa trajectoire sociale, et c'est dans cette instance que les normes de langage sont d'abord transmises, ainsi que les normes de politesse, d'hygiène ou de morale. L'école est en fait une instance de socialisation essentielle. Elle contribue à former des citoyens aux connaissances identiques à travers les programmes scolaires qui sont les mêmes pour tous, aux valeurs communes, avec à la clé la facilitation de l'accès à l'emploi. L'école et la famille peuvent se compléter puisqu'elles transmettent sur une très longue période les normes liées au langage, à la politesse. L'école a recours, comme la famille, à l'inculcation fondée sur l'autorité des apprenants. Les deux instances étant indissociables, parlons pour cette édition de Fina Family de comment encadrer ses enfants en famille pour leur assurer une meilleure réussite scolaire avec Dame Micheline Samet, psychologue et coach parental. Dame Micheline Samet, bienvenue sur ABK Radio. Bonsoir Synonyme, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Je me porte très bien, merci. Les auditeurs, je le pense également. Tout le plaisir est mien donc de vous avoir dans ce studio. Pareil. La rentrée a bien démarré. Les enfants ont bien repris le chemin des cours. Oui, pas de souci, tout s'est bien passé. Ils sont allés le matin. C'est vrai, il pleuvait à Douala, mais bon, avec les embouteillages, ils ont renoué avec tout ça. Ils sont bien rentrés, c'est OK. C'est OK donc pour ceux qui prennent l'écoute à l'instant. Vous êtes sur ABK Radio. L'émission c'est Fina Family. La fréquence c'est la 89.9 FM, fréquence utile et agréable. Sidonie Ficat, je suis derrière ce micro de présentation. William Tchoualak assure la mise en onde de ce programme. Toujours Emma Dobré Prod, Kérosène équilibre. Que veut dire? Si maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère, une femme qui pouvait même vendre ses bras, Joe, pour m'acheter des chaussures. Elle a tellement fait des efforts pour que toujours je sois fort, et pour ça jusqu'à mon dernier jour sur terre. Je ferai tout pour toujours la magnifier. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu super. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Max Gradel. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu super. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Digital garçon select. René Hamilton. Nuage noir. Maman Marie Cadio. La maman de Ça. Toi qui as une mère qui t'aime énormément. Elle fait tout pour toi. Et en retour, elle ne reçoit pas de respect venant de toi. J'appelle le génie. Arrête de faire saigner son cœur.
Est-ce que tu sais que maman doit pas pleurer par ta faute? Car chaque larme qu'elle coule peut te fermer des portes. La vraie bénédiction de ta vie vient de maman. Alors tu dois la glorifier. Anonymat le phénomène. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu putain. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. Va me dire quoi coup. Je n'ai pas honte de ma maman. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu putain. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Sergio Ramos, je n'ai pas honte de ma maman. Président Dr Abdoulaye Meïté, Papa Siandou Fofana, Série Dorcas, l'ASPR, Aglova de Paris. Si maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère. Une femme qui pouvait même vendre ses bras, Joe, pour m'acheter des chaussures. Papa, je sais, il n'a pas honte de sa maman. Non, non. Juma Saïdo, Alex Gatien, Général Colbert. Avec des tyrans. Maman, il n'a pas honte de sa maman. Chalaruna, elle est ton Dieu sur terre. Capi Toubin, Assouma Benjamin. Didier Global, la légende. Waraba de Beko. Merci William Tcholek pour cette très belle chanson qui nous permet à tous de rendre un hommage à toutes les mamans. Bel hommage à vous, Madame Samé Micheline. Merci. Vous êtes une maman exceptionnelle. Merci beaucoup. Je dirais la même chose pour ma maman. Elle a 80 ans aujourd'hui. Oui. Elle est encore vivante, c'est maman? Oui, elle a 80 ans aujourd'hui. Elle est de quel côté? Elle vit à Douala. Elle vit à Douala. Elle s'appelle maman? Maman Joséphine. Maman José, bonjour. Reçois beaucoup d'amour de la part de ta fille. Et moi, je vais faire également un clin d'œil à la mienne, maman Jackie, qui est actuellement souffrante du côté de Koto. Bonne guérison, maman. Je t'aime très fort. Surtout, retrouve la santé très bientôt. Madame Micheline Samé, vous avez commis un ouvrage intitulé « Adolescents incontrôlables, la puissance de la méthode Spread ». Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la cible adolescente? Parce que je suis moi-même maman d'adolescents. Oui. C'est vrai qu'ils sont aujourd'hui de grands adolescents. Ça veut dire que je vis au quotidien les tracas, oui. Les enfants qui vous manquent de respect, les écarts de langage. Vous dites à un enfant de faire quelque chose, il fait quand bon lui semble. Il vous met, on dit, ouais, il vous met au tribunal. Ils vous mettent hors d'eux-mêmes. Oui. Maintenant, en tant qu'enseignante, parce que je dois dire que j'ai été enseignante pendant 10 ans, j'ai vu des parents défiler devant moi pour venir se plaindre de leurs enfants qui s'enfonçaient dans les contre-valeurs. Oui. À la maison, ils ne savaient plus quoi faire et ils venaient vers nous, les enseignants, oubliant que nous, les enseignants, notre rôle, c'est de leur apprendre le français, l'anglais, les mathématiques. Tout à fait. Mais le reste, c'est à la maison. C'est à partir de ce moment que je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner des clés? Est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner des astuces qui marchent, qui sont déjà avérées, qui ont fonctionné sur d'autres personnes, pour qu'ils aillent juste les appliquer? C'est comme ça que m'est venue l'idée d'écrire ce livre. J'ai donc rassemblé mon expérience à moi-même avec mes enfants. Je dois dire que j'ai une fille et un garçon. L'expérience de nombreux parents que j'ai vu passer devant moi en tant que coach parental, c'est ce concentré d'expériences que j'ai mis dans un livre et que j'ai proposé au public à travers ce que j'ai appelé la méthode Spread. Spread, c'est un acronyme, c'est pas un mot français, c'est un acronyme que j'ai créé. Oui, votre acronyme, et qu'est-ce qu'il signifie? Voilà, pour faciliter justement la rétention des 5 clés qui, d'après moi, peuvent aider à enlever un enfant d'adolescent incontrôlable à un adolescent ambassadeur. Il y a le S qui signifie la suggestion. Suggestion veut dire qu'il faut commencer à parler à l'enfant, il faut lui expliquer les choses, qu'il comprenne.
La pression veut dire qu'il faut commencer doucement à l'amener du côté où vous voulez qu'il aille, c'est ça la pression. Oui. La répression, c'est la punition. Ah oui. À un moment, il faut sévir. À force de dire je vais te, l'enfant dit dans son cœur cause toujours. De toutes les façons, tu dis ça, tu fais jamais rien. Donc à un certain moment, il faut passer à l'action, il faut punir, c'est ça la répression. Et l'exécution, c'est qu'il faut maintenir cette punition jusqu'à ce qu'il s'exécute. Si vous voulez que l'enfant, je dis n'importe quoi, dresse son lit, si vous le punissez et vous partez, le lit n'est pas toujours dressé. Donc l'objectif n'est pas atteint. Il faut maintenir cette répression jusqu'à ce qu'il s'exécute. Et après l'exécution, il y a le D qui est la dépression. La dépression, c'est le lâcher prise. C'est d'accepter que c'est un être humain avec ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Apprendre à le connaître en tant qu'être humain différent de vous. C'est ça la dépression. Apprendre à l'accepter tel qu'il est. Mais évidemment, on arrive au D lorsqu'on aura déjà fait les autres phases et on l'aura aiguillé pour qu'il devienne quelqu'un qui est utile à la société. Toutes ces étapes mises ensemble, mais utilisées dans l'ordre, peuvent vous garantir d'enlever un enfant des contre-valeurs. Et jusqu'ici, la méthode de Spread a fait ses résultats. De toutes les façons, je suis la première sur qui ça fait des résultats. Vous avez déjà appliqué et puis ça marche. Bien sûr, ça marche. On va inviter, suggérer cet ouvrage aux parents qui ont des adolescents incontrôlables afin qu'ils puissent également implémenter cette méthode de Spread pour pouvoir ramener les enfants sur le droit chemin. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, comment encadrer ces enfants en famille pour leur assurer une meilleure réussite scolaire. Dame Micheline Samé, quel type d'environnement familial est propice à l'épanouissement des enfants chez nous? C'est un environnement naturel et je tiens à dire que ce n'est pas chez nous, c'est tous les enfants. Chaque enfant s'épanouit entre son père et sa mère. Donc l'environnement de base, c'est un enfant qui grandit à côté de son père et sa mère, mais dans un environnement paisible, un environnement pacifique. Si l'enfant grandit à côté de papa et maman, ils sont toujours en train de se parler à l'impératif, monte, descend, va, viens, ou alors ils sont toujours en train de se parler en se lançant les choses au visage, en cassant tout dans la maison. C'est toujours à côté de papa et maman, mais l'enfant n'est pas épanoui, l'enfant a toujours peur, l'enfant est toujours triste. Lorsque j'étais enseignante, il y avait des enfants qui venaient en classe, mais ils étaient distraits, complètement absents du cours. Et puis lorsque vous parlez, vous vous rendez compte qu'il ne prend même pas le cours, il vous regarde, mais il est perdu. Et à la fin du cours, lorsque vous allez lui demander qu'est-ce qui se passe, il se met à pleurer. Et après, il vous explique dans une confidence que ça ne va pas à la maison, papa a tapé maman. Lorsque je venais à l'école, j'ai laissé maman coucher au sol, je ne sais même pas si elle est restée mourir ou c'est quoi. Je ne savais pas s'il faut venir à l'école ou s'il faut rester pour sauver ma mère, ainsi de suite. Donc quand l'environnement n'est pas un environnement paisible, l'enfant s'épanouit difficilement. Pire, il s'habitue à la violence et il pense que c'est un mode d'expression. Il pense que lorsqu'il ne s'entend pas avec quelqu'un, il faut taper, il faut gifler, il faut déchirer les cahiers. Et donc il reproduit cela avec ses camarades à l'école. Pensant que c'est un mode d'expression. Et donc, avec tout ce que vous venez d'énumérer, on comprend que ce sont des facteurs qui peuvent constituer une entrave à l'état physique, à l'état psychique d'un enfant. Oui, tout à fait. Je pourrais ajouter aussi la précarité. Lorsque l'enfant vit dans une grande précarité, il n'est pas rassuré. Il ne sait jamais est-ce qu'il aura le bain le matin, est-ce qu'il va manger, est-ce qu'on va les chasser de la maison. Il voit quelqu'un être malade 3 jours, 4 jours. On n'arrive même pas à donner le calmant. Il s'inquiète. Et il faut dire que je connais un enfant qui vit cette situation et un jour qui a éclaté en pleurs, sa mère a tout fait pour la calmer. Un enfant de quel âge? Un enfant de 7 ans, 6 ans, 7 ans. Jeune. Oui. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle pleurait, elle dit que c'est parce qu'on est trop pauvre. Je te vois toujours ici dire que tu n'as pas l'argent, on mange à peine. Ça, c'est ce qu'il disait à maman. Ça, c'est ce qu'elle disait à sa maman. Oui, et sa maman était très surprise parce que non seulement c'était la réalité, mais elle ne pensait pas que l'enfant était assez... L'enfant pouvait comprendre déjà à son jeune âge, mais oui, l'enfant comprend. Et l'un des conseils que j'ai donné à cette maman, c'est que les problèmes d'adultes doivent rester chez les adultes. Lorsque vous êtes à côté des enfants, rassurez-les, ils comptent sur vous. Tout à l'heure, on disait que les mamans sont les dieux sur terre. Bon, c'est pour dire que l'enfant compte sur le parent. Donc, même si vous avez un problème, gérez ça en privé. Mais lorsque vous venez exposer à l'enfant que le repas qu'il mange, c'est le dernier repas, le prochain, on ne sait même pas si ça va venir, est-ce qu'on va me le chasser à l'école, vous le fragilisez. Et même s'il y a la paix dans le foyer, cette insécurité
fait que l'enfant n'est pas bien. Les enfants, les parents ne sont pas toujours conscients, hein, parce que ce que vous décrivez là, ça arrive le plus souvent dans des familles monoparentales qui ont des mamans célibataires qui doivent à elles toutes seules s'occuper de leur progéniture et donc ce sont des lendemains qui ne sont pas toujours certains. Effectivement, les parents ne se rendent pas compte parce que l'enfant pleure la nuit. Il pleure sur son oreiller. Quand il se lève, il ne veut pas rendre encore ses parents tristes, il sèche ses larmes. Comment tu as dormi? Très bien et tout, mais il est détruit de l'intérieur. Et lorsque les parents sont conscients de ça, ils protègent leurs enfants. Il peut arriver qu'on ait des incompréhensions en couple, mais pas, il ne faut pas aller exposer ça devant les enfants. Il peut arriver qu'on ne s'entende même pas sur la gestion financière. Il ne faut pas exposer ça devant les enfants. Il faut les protéger. Et vous allez voir vos enfants s'épanouir même lorsque vous n'avez pas grand-chose. Et même les mamans qui sont tout le temps en train de dire vraiment c'est fort, je ne sais même pas comment on va faire pour manger demain, je ne sais pas. Donc les mamans arrêtent de faire ça avec leurs enfants, que les parents arrêtent de le faire devant les enfants. Quand l'enfant vous pose un problème, vous lui dites ça va aller, on va voir, il faut patienter, j'ai compris, je suis en train de me débrouiller, il y aura une solution. Donnez-lui de l'espoir. C'est ce discours qu'il faut tenir aux enfants. Exactement. Madame Samé, il arrive très souvent que des enfants aient du mal à se socialiser à l'école et cela affecte la qualité de leurs résultats. Quelles peuvent en être les causes? L'une des causes, c'est ce qu'on vient de décrire, l'insécurité psychologique dans laquelle l'enfant évolue. Il peut arriver aussi que l'enfant ait eu des traumatismes et c'est sa façon de repousser ça. Par exemple, un enfant qui a été agressé sexuellement, ça va être un enfant qui est violent parce qu'il a le réflexe de fuite, il a le réflexe de se protéger. Alors tout le monde qui vient devant lui, il le prend comme un ennemi et sa façon de se protéger, c'est griffer, croquer, crier, taper, tout ce genre de choses. Ça, c'est pour les petits enfants. Oui. Lorsqu'un enfant est comme ça, au lieu de penser à l'éloigner des autres enfants, en réalité, c'est un enfant qui est malade. C'est un enfant qui a un problème. Il faut voir ce qui se passe. Est-ce qu'il a vu les violences à la maison? Est-ce qu'il a vu papa parler à maman avec les coups de poing? Ça peut être aussi dans l'autre sens. Hein. Il y a des femmes qui parlent à leurs hommes avec les coups de poing, avec les injures, même quand ce n'est pas les coups de poing. Est-ce que l'enfant est dans un environnement violent? Il faut questionner ça. Est-ce que l'enfant aurait subi des agressions qui peuvent être des agressions sexuelles ou même autre chose? Est-ce que l'enfant a par exemple été racketté? Racketté, c'est les enfants au quartier, on dit qu'on a taxé. Oui. Ça veut dire qu'on lui a pris quelque chose de force et on lui dit même si demain tu ne viens pas avec 1000 francs, si tu vas voir ce que je vais te faire. Donc est-ce que l'enfant subit des violences? Ça peut être la réponse à ça. Autre chose aussi, ça peut être les parents qui humilient toujours l'enfant. Imaginons un enfant qui urine au lit, ça existe. Oui. Des enfants qui urinent au lit à un âge où ils auraient pu arrêter, généralement aux environs de 10 ans. Oui. Les enfants généralement arrêtent d'uriner au lit vers 5 ans et moins. Mais il y a certains enfants, pour diverses raisons, jusqu'à 10 ans, ils urinent encore au lit. 17 ans même. Oui, mais lorsque vous êtes donc toujours en train de l'humilier, sa réponse à ça, c'est la fuite. Et comme il ne peut pas fuir de la maison, sa fuite, c'est devenir un peu comme un chien méchant qui va mordre tout le monde qui s'approche de lui. En fait, il pense que vous savez qu'il urine toujours au lit et que vous savez qu'on l'humilie toujours à la maison. Alors, il vient, il déporte sur vous toute ce malaise. Et lorsqu'il est justement en salle de classe, qu'est-ce que l'enseignant doit faire face à ce type d'enfant? L'enseignant doit déjà identifier qu'il y a un enfant qui a un problème. L'enseignant doit savoir que c'est un problème et non que c'est un enfant mal éduqué, abandonné par ses parents, ainsi de suite. J'ai entendu même dire que, je dis ça dans mon livre, hein, que certains parents pensent que l'enfant a le démon de la tétutesse. Non, le démon de la tétutesse n'existe pas. C'est juste un enfant qui est traumatisé par son entourage. Lorsque l'enseignant est conscient de ça, il doit se rapprocher de l'enfant. Moi, par exemple, je l'avais fait à la pause. Je suis allée voir l'élève pour lui demander « Mais mon ami, pourquoi tu es comme ça ?» Et il avait le cœur gros, il ne savait pas à qui parler, il a éclaté seulement en larmes. Donc, quelquefois, ces enfants-là, ce sont des enfants qui sont en détresse et qui sont en train de vous demander de l'aide pendant que vous dites « Non, il est asocial, on ne peut pas le mettre avec des autres enfants parce qu'il est fait souffrir. » Si vous prenez cet enfant à part, doucement, vous le rassurez, vous lui dites « Mon ami, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?» L'enfant va vous dire des choses du genre, il a subi des agressions. Si c'est une fille, elle a subi des agressions sexuelles de son père. Oui. Ou alors, elle a subi des agressions sexuelles d'un tonton qui est à la maison. Elle ne sait pas à qui dire parce que c'est le tonton, toute la maison, ainsi de suite. L'enfant a des choses à vous dire. Donc, que l'enseignant ne se braque pas comme si l'enfant est son adversaire, qu'il se dise plutôt que cet enfant est en train d'appeler au secours et c'est son devoir d'enseignant, de parent, d'aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Avec votre regard d'expert, quelles erreurs commettent très souvent les parents et qui contribuent justement à braquer les enfants dans les maisons? L'humiliation.
Généralement, nous les parents, nous les mamans, on pense que l'enfant n'est pas sensible à l'humiliation. Mes amis, les enfants sont sensibles à l'humiliation. L'humiliation, qu'est-ce qu'on met dans l'humiliation? Par exemple, si vous allez dire devant ses amis que tu es seulement fort pour venir jouer au football ici, la nuit, tu n'es pas capable de te lever pour aller uriner. Tu mouilles le matelas en pleine saison de pluie. Ses amis commencent à le regarder du coin de l'œil que on est ici comme ça, là, donc tu urines même au lit. Hein. Voilà, tu as seulement eu 5 sur 20 l'autre jour. Pour venir t'asseoir devant la télé, tu es fort. Voilà un petit exercice qui t'a dépassé. Tu n'as eu que 5 sur 20. Si c'est pour manger. Voilà, là, on n'a même pas dit. Tu es très fort. Il faut même ajouter. Voilà un petit exercice qui te dépasse. Ta petite soeur t'a déjà rattrapé. Vous êtes déjà dans la même classe. Bref, des mots qui, pour nous, les parents, ont pour but de le galvaniser, de le pousser. En fait, c'est pas méchant. Lorsque les parents disent ça, on ce n'est pas banalise ces méchant. mots-là. Oui, non, on veut les stimuler à travers, oui, justement. On veut lui faire mal, mais c'est dans le but de le booster. Oui. C'est dans le but de le pousser. Sauf que l'effet qu'on obtient n'est pas ce à quoi on pensait. C'est pour ça que l'enfant se sent humilié et c'est quand même son parent. Il ne va pas répondre n'importe comment à son parent. Alors il se referme en lui, il commence à vivre une vie de rêve dans sa tête, il commence à être coupé de ses frères et sœurs, il apparaît juste pour faire ce qu'il a fait, il disparaît. À l'école, il n'a pas d'amis, il reste dans son coin, ainsi de suite. Ou alors, il commence à traîner avec les mauvais amis, les enfants de la rue, les enfants drogués, parce que là-bas, on ne juge personne. Tout le monde est comme il est, on l'accepte comme ça, il n'y a pas de codes sociaux. Alors qu'à la maison, il faut te lever, il faut dire bonjour, il faut dresser le lit, ainsi de suite. Donc, quelquefois, les parents commettent l'erreur d'humilier les enfants et ça peut créer cette situation. La deuxième erreur que les parents commettent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est exposer les problèmes d'adultes aux parents. Ou alors aux enfants, pardon, oui. Exposer les problèmes d'adultes aux enfants ou alors parler des problèmes d'adultes aux enfants. Puis, prendre l'enfant à témoin. Tu as vu ce que papa a fait, non? Le papa va dire que tu vois ce que ta mère fait, non? Ainsi de suite. Donc, on prend un petit enfant pour le mettre comme juge entre son père et sa mère. Quand vous faites ça, vous êtes en train de l'écarteler. Le père, c'est son père. La mère, c'est sa mère. Il aime tous les deux. Vous voulez qu'il jette qui? Finalement, c'est lui qui est mal à l'aise. Donc, il y a certaines choses que les parents font qui sont inhérentes à la vie d'adulte, parce que nous tous, nous avons des chocs, les pressions de la vie, nous sommes tous pareils, mais s'il nous plaît, faisons l'effort de préserver nos enfants parce que ça les détruit et ça devient difficile à rattraper. Ils entrent dans un cercle vicieux, l'enfant commence à avoir de mauvaises notes, lorsqu'il a de mauvaises notes, c'est l'enseignant qui est mauvais, c'est l'école qui n'est pas bien, il faut lui changer de répétiteur. En fait, il vient de la maison avec ce problème et si vous réussissez à faire qu'il ouvre son cœur, même seulement parler, va faire qu'il se décharge et il se sente mieux. Et à ce moment-là, comment est-ce que les parents vont s'y prendre? Le parent doit commencer à remarquer que l'enfant est bizarre, il ne parle plus, il joue moins, il répond oui, non, il ne commente plus rien, il ne participe plus à la vie de la maison, première chose. Deuxième chose, il faut parler à l'enfant en tête à tête. J'en parle dans mon livre « Adolescent incontrôlable ». Oui. Il faut parler à l'enfant en tête à tête, pas au milieu de ses frères. Il ne faut pas l'humilier, il faut lui parler dans le sens de lui demander d'ouvrir son cœur, qu'est-ce qu'il ne va pas, comment il pense qu'on peut l'aider. Que le parent explique même à l'enfant quelle était sa vision lorsque cet enfant est né, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'il voulait pour son enfant, mais il a l'impression que ça ne marche pas. Alors il vient humblement demander à son enfant, à ton avis, qu'est-ce qui ne marche pas? Toi, tu aimerais qu'on fasse comment? Moi, voilà ce à quoi j'ai pensé. Voici même les actions que j'ai mis sur pied, mais c'est comme si toi, ça ne t'arrange pas. Toi, tu aimerais que ça se passe comment? Donc, si le parent réussit à rassurer l'enfant, qu'il ne va pas le gronder, il ne va pas lui tomber dessus, et que l'enfant réussit à ouvrir son cœur, le parent va voir ce qui ne va pas. La première des choses sera de reconnaître que ce que j'ai fait t'a blessé. Au lieu de justifier, nous les parents, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que pourquoi tu étais d'abord têtu? Si tu n'étais pas têtu, est-ce que j'aurais dit ça? Voilà ton frère, est-ce que je lui ai dit? Pourquoi c'est seulement toi? Non, reconnaissons que lui, il a eu mal et qu'on a dit ça, on ne pensait pas lui faire du mal. Mais maintenant que la situation est comme ça, s'il veut que ça ne recommence pas, lui, il propose quoi? Et les parents doivent s'excuser à ce moment-là auprès des enfants. Exactement. Demander pardon de façon assez humble, parce qu'aujourd'hui, les parents ont l'impression qu'ils ce serait comme perdre leur autorité que de se mettre devant les enfants pour leur présenter leurs excuses. Oui, tout à fait. Je riais tout à l'heure parce que je regardais sur un réseau social où on disait que les parents africains ne savent pas s'excuser. Quand la maman veut s'excuser, elle dit que voici la nourriture, viens alors manger. Va alors manger la nourriture. Je dis pardon, je suis désolée, ça va alors, tu sais que tu es mon père, non,
Tu sais que tu es mon père. Apprenons à demander pardon. Je suis désolée. De toutes les façons, si on fait ça, ça lui apprend aussi qu'un adulte peut commettre une erreur. Et lui-même, il peut aussi excuser. On n'est pas obligé de dire que bon, va alors prendre la nourriture, va alors manger, va manger. Il ne comprendra pas que c'est une façon de s'excuser. Voilà. Donc, il faut qu'on dise qu'on est désolé. On l'a fait, mais l'idée derrière n'était pas mauvaise. C'est ce que le parent peut ajouter. Oui, je sais que ça t'a fait mal, mais ce n'était pas mon intention. Je suis désolée pour ça. Mais regarde que c'est arrivé parce que tu n'as pas fait la vaisselle et je voulais que tu fasses la vaisselle. À ceux qui disent que c'est la vie des Blancs, on veut nous transposer ces façons de faire européennes ici chez nous en Afrique et que ça ne marche pas. Non, ça marche. Ça marche parce que nous sommes tous sensibles à la justice et à l'injustice. Tous les êtres humains sont sensibles à la justice et à l'injustice. C'est pour ça que les personnes se sont rebellées il y a des centaines d'années contre l'esclavage. Parce que tout le monde a ce sens inné de la justice et l'injustice. C'est vrai que l'exprimer est différent selon les cultures. Ça, c'est vrai. Mais chacun de nous aimerait reconnaître quand même qu'on lui a fait mal. Que ce qu'on lui a dit là, il a eu mal. Reconnaissez que vous lui avez fait mal, même si l'intention n'était pas mauvaise, mais il a d'abord eu mal. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'excuser. Mais après s'être excusé, organisez dans le futur. Est-ce que tu ne peux donc pas laver les assiettes pour que je n'ai plus à te crier dessus, par exemple? Ou alors, est-ce qu'il y a un moment précis pour ça? Bref, trouver un moyen pour contourner le sujet de crise. Mais il ne faut pas s'excuser juste pour s'excuser, ou alors il ne faut pas fuir les excuses. Il faut confronter le problème, ensemble chercher des solutions. La bonne nouvelle, c'est que lorsque l'enfant même a reconnu que tu m'as grondé parce que je n'ai pas lavé les assiettes, la prochaine fois, vous allez lui dire que tu sais que la dernière fois quand je t'ai parlé, ça ne t'avait pas plu pour les assiettes. Est-ce que tu peux donc aller laver pour qu'on n'arrive pas à ça? Donc en fait, ce qu'il a dit, c'est son propre piège. Vous allez utiliser ça chaque fois pour lui rappeler que tu n'aimes pas qu'on te parle n'importe comment. Va donc faire la vaisselle pour qu'on n'en arrive pas là. Et donc, pour les parents qui se trouvent dans cette situation actuellement, ils n'ont qu'une chose à faire, celle de demander pardon à leurs enfants. C'est pas la seule chose. Ils peuvent demander pardon. Ils peuvent chercher un tonton ou un tata qui va aller être leur ambassadeur auprès de l'enfant pour lui expliquer à quoi le parent pensait. Oui. Qu'est-ce que le parent voulait? Il n'a pas réussi à te dire avec ses mots. Il a le stress de la vie. Mais en fait, voilà ce qu'il te demandait. Si tu fais comme ça, ça va être... En fait, cette personne sera un peu une sorte de disjoncteur entre le parent et l'enfant. Et c'est cette personne qui va créer ce pont pour que le parent aille maintenant vers l'enfant ou que l'enfant aille librement vers le parent. C'est vrai que nous, les parents, nous avons beaucoup de choses à apprendre. C'est pas facile d'être parent, dame Micheline Samé. En réalité, le seul problème qu'il y a, c'est que nous, les parents, nous n'avons pas compris que nous devons nous recycler. C'est l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent. Nous avons été éduqués d'une certaine façon qui marche. La preuve, c'est cette bonne personne que nous sommes devenus. Nous sommes des chefs, des mères de famille. On paye les factures et tout ça, ça va. Et lorsque nos enfants grandissent, on a tendance à utiliser la méthode que nos parents ont utilisée sur nos enfants parce qu'on a vu que ça a marché pour nous. Oubliant que nos enfants sont d'une autre époque. Ils ont, comme on dit, les pieds en Afrique, la tête en Occident. Nous, lorsqu'on était enfants, jamais on aurait filmé notre nudité pour les mettre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est nos propres enfants qui se filment et qui mettent sur les réseaux sociaux. Et ils ne voient aucun mal à ça. Bien parce entendu. qu'ils grandissent dans un environnement où, le bien est devenu le mal est devenu le bien. C'est pour ça que vous avez les dérives sexuelles qu'on déplore tous en Afrique. C'est dans cet environnement qu'ils grandissent. Donc, lorsque votre enfant se retrouve, je dirais par exemple, homosexuel, au lieu de faire un AVC, c'est à vous de comprendre qu'il vit dans cet environnement. Commencez à savoir quel est le langage qu'il comprend et c'est avec ce langage que vous allez le ramener au naturel, c'est-à-dire qu'un homme et une femme ou alors une femme et un homme. Donc si les parents comprennent qu'ils doivent faire une mise à niveau pour se mettre au niveau des enfants qu'ils ont ou alors de leur façon de penser, ça va toujours être compliqué parce que les parents pensent que faire la mise à niveau veut dire baisser leur standard de valeur pour accepter les choses qui ne se font pas dans notre culture. Non, pas du tout. C'est juste comprendre leur façon de penser, leur façon de parler et avec ce langage, c'est ça qu'on va utiliser pour leur montrer que ce n'est pas bien. Et c'est ça tout le problème, c'est ça tout le travail des coachs parentaux que nous sommes. Les parents doivent changer de logiciel, c'est un impératif. Madame Micheline Samé, intéressons-nous à présent à ces adolescents, vous en parlez depuis, mais de façon assez particulière, qui traversent la crise de la puberté. Aux adolescents qui traversent la crise de la puberté, une période
période assez délicate et au cours de laquelle de nombreux enfants peuvent facilement décrocher avec l'école, puisque c'est l'aspect qui nous intéresse aujourd'hui. Que doivent faire les parents dans le cadre restreint de la famille pour contenir ces enfants à cette étape assez délicate de leur vie? Les parents doivent comprendre que les enfants entrent dans une phase de turbulence. Une phase dans laquelle ils ne sont plus des enfants, mais ils ne sont pas encore des adultes. Les parents doivent comprendre que les enfants eux-mêmes ne se comprennent pas. Eux-mêmes découvrent leur corps. Eux-mêmes découvrent les proportions que leur corps prennent. Eux-mêmes découvrent les systèmes de pensée. Ils se mettent à penser aux choses auxquelles ils ne pensaient pas. Par exemple, les pulsions sexuelles qu'ils n'avaient pas avant. Eux-mêmes sont gênés. C'est quand même gênant pour un jeune adolescent de 14-15 ans d'avoir une érection devant ses parents. C'est embarrassant. Lui-même est le premier gêné par la situation. Donc les parents doivent comprendre que l'enfant entre dans une phase transitoire et il a besoin de compassion, il a besoin de compréhension, il a besoin d'accompagnement. Lorsque le parent comprend ça, il prend en pitié, il a de l'empathie pour son enfant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le parent doit comprendre que l'enfant a besoin d'accompagnement. L'enfant a besoin d'explication. Par exemple, si vous voyez que votre enfant est embarrassé, si vous êtes un homme, expliquez-lui que tous les hommes qui passent par là ont ces érections involontaires, mais au fur et à mesure qu'il va grandir, il pourra les contrôler. L'enfant ne le sait pas. Et il pense donc qu'il est un extraterrestre, il a tendance à se cacher, ainsi de suite. C'est pareil pour la jeune fille. Lorsque vous lui dites quelque chose, elle s'énerve. Elle se fâche vraiment, elle vous lance les mots n'importe comment. Il faut que sa mère ou une grande soeur, quelqu'un lui dise que la situation par laquelle elle passe, c'est une situation normale. Toutes les femmes passent par là. Et elle-même, c'est très rassurant pour un parent de dire à l'enfant que moi-même, je suis aussi passée par là. Je sais que ce n'était pas difficile. La suite, c'est quoi à votre avis? Comment tu avais fait? Oui. Et vous allez expliquer à l'enfant parce que justement, il veut savoir. Il faut que les parents sachent que lorsque vous donnez à votre enfant une information, à l'école, il en a reçu 5. Oui. Il faut que les parents soient conscients de ça. Donc, pendant que vous essayez de voir par quel angle prendre ça pour ne pas le blesser, je vous assure qu'il sait 5 fois plus que ça. Donc, quelquefois, il vaut mieux ne pas prendre trop de gants, entrer dans le sujet, dire par exemple, j'ai vu par exemple que tu as eu une érection, c'est un exemple. J'ai vu comme si ta jupe était tachée. Évidemment, on doit préparer la jeune fille avant, mais ça peut arriver. Donc, pour dire que les parents doivent se jeter à l'eau, ce n'est pas évident parce que nous, en Afrique, nous sommes des personnes pudiques. Donc, il y a des choses que même si on voit, c'est gênant de parler, on ne sait pas trop par quel bout commencer. Autant de nos parents, lorsqu'on voyait qu'un enfant, un garçon, commençait à avoir une érection, commençait à être un peu turbulent, on lui donnait seulement une femme et c'est tout. Donc, il allait découvrir la sexualité dans le mariage avec sa femme. Je connais un monsieur qui me dit que lorsqu'il s'est marié à 17-18 ans, par là, sa femme avait 14-15 ans, et puis elle avait ses menstrues. Et puis, ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Et après, sa femme et lui se demandent et pourquoi moi, mes menstrues ne viennent pas? Les menstrues du mari. Ils se demandent, et pourquoi chez moi, ça ne vient pas? Qu'est-ce qui se passe? À ce point. Mais on lui avait rien dit. Il pensait que comme c'est venu chez sa femme, ça va aussi venir chez lui. Et tous les deux ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Là, c'est très grave. Donc, c'est pour dire que informons nos enfants. Évidemment, aujourd'hui, c'est loin. Internet renseigne nos enfants. Aujourd'hui, là, c'est autre chose. Mais c'était juste un exemple pour dire que informons nos enfants. Ne pensons pas qu'il y a des sujets qui les mettent mal à l'aise. Mes amis, ils connaissent ça bien. Parce que les enfants, les autres élèves à l'école, on montre les sites Internet dans lesquels on parle de ça. Donc, première chose, le parent doit comprendre la mutation qui se passe en son enfant, comprendre la gêne et lui donner des explications parce que l'enfant attend du parent l'explication officielle. Oui. Il y a d'autres explications à l'école, mais c'est que l'explication du parent est l'explication officielle. Oui. Dernière chose que légitime. Le parent... Voilà, oui. C'est ce que lui, c'est ce que lui pense. Oui. Dernière chose sur ce sujet, le parent doit donc s'informer. Il faut que le parent s'attelle à avoir la bonne information pour pouvoir donner ça à son enfant. Si vous partagez juste vos expériences, c'est bien beau, mais quelquefois, vous-même, vous avez eu des expériences malheureuses. Informez-vous. Aujourd'hui, l'information est disponible sur Internet. On demande tout à Google, juste pour rire. Quelqu'un m'a dit que la seule question à laquelle Google ne répond pas, c'est comment comprendre la femme. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais au moins, allez taper sur Google. Comment parler des premières règles à notre jeune fille? Allez taper ça sur Google. Donc, toutes ces questions-là, allez taper sur Google. Vous aurez au moins des grandes lignes et vous allez personnaliser par rapport à vos enfants. Oui. Maintenant, si vous voulez éviter les dérives, parce que Google aussi dit tout et n'importe quoi, ça ne correspond pas souvent à vos enfants. C'est aussi ça le travail du coach parental, d'outiller le parent pour qu'il sache quel langage tenir à l'enfant et comment l'accompagner à faire ça.
Dame Micheline Samé, la jeune fille est très souvent exposée au risque de grossesse indésirée, voire maladies sexuellement transmissibles, toutes choses qui peuvent la déconcentrer et la détourner de ses études et provoquer des échecs scolaires. Comment est-ce que les parents doivent s'y prendre avec ces filles lorsqu'elles atteignent justement cet âge de la puberté, qu'elles se sentent désormais femmes, qu'elles sont interpellées dans la rue par ces hommes-là et parfois elles perdent la tête complètement et désormais les objectifs sont ailleurs, elles sont focus ailleurs. Comment est-ce que le parent s'y prend? Parce qu'à ce moment-là, elle commence à disparaître de la maison. Elle sort alors qu'elle ne sortait pas. Et puis, c'est très compliqué. Comment le parent fait pour lui donner le conseil qui permette que l'enfant reste calme malgré tout? Première chose, que le parent sache que c'est normal. Votre enfant n'est pas envoûté, on ne lui a rien lancé, c'est tout à fait normal. Première chose. Deuxième chose, que le parent parle avec l'enfant pour lui expliquer que la sexualité n'est pas interdite, c'est normal et c'est naturel, mais c'est réglementé. Il faut que le parent ait le bon langage pour son enfant. Que ce soit pour la jeune fille ou le jeune garçon, la sexualité est tout à fait normale pour un être humain. Et c'est ça qui garantit la préservation de l'espèce humaine. Sauf que c'est réglementé. Il y a un temps pour ça. Si la jeune fille tombe enceinte, quand ce n'est pas le bon moment, son corps même n'a pas fini de se former, elle s'expose au risque de perdre sa vie elle-même en tant que jeune fille. Elle s'expose à perdre la vie du bébé parce que le bébé va se développer dans un environnement immature. Donc, elle s'expose et elle et le bébé. Et l'autre conséquence, c'est que quand l'enfant est né, il faudra bien que quelqu'un en prenne soin. C'est difficile qu'elle-même aille à l'école, qu'elle s'occupe de l'enfant. Il faut réapprendre sa nouvelle vie de maman alors qu'elle-même a encore besoin de sa maman. Il faut que le parent tienne le bon langage à l'enfant. Autre chose que le parent peut dire à sa jeune fille, c'est que le désir sexuel est quelque chose que tous les êtres humains ont. Je répète, le désir sexuel est quelque chose que tous les êtres humains normaux, tous les êtres humains l'ont. Sauf que lorsque la jeune fille entre dans la puberté, le désir est très fort juste parce que le corps est en train de se mettre en place. Plus tard, ce désir va diminuer et il pourra être contrôlé. Je prends souvent l'exemple d'une mangue. Tout le monde connaît la mangue. Si vous sucez une mangue non mûre, c'est une mangue, mais ça va irriter votre tube digestif à cause de la forte acidité. Mais si vous patientez et que la mangue mûrisse, c'est toujours une mangue. Vous allez la sucer, mais vous pourrez profiter de ses nutriments parce qu'elle a atteint la maturité. C'est toujours la mangue. C'est la même chose pour l'activité sexuelle. L'activité sexuelle a un moment où c'est prévu et où on s'épanouit avec ça. Mais si on commence, vous imaginez un enfant de peut-être 13 ans, je dis n'importe quoi, parce qu'il a senti les pulsions sexuelles, il va avoir un rapport sexuel. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est peut-être marié ou quelqu'un qui est adulte ou quelqu'un qui contrôle mieux ses pulsions sexuelles. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, la dernière chose qu'il faut que les gens sachent, et les parents ne parlent pas beaucoup de ça à l'enfant, c'est que la relation sexuelle a un côté métaphysique. Il faut absolument que nos enfants le sachent. C'est pour ça que vous allez voir une femme qui se met avec un homme et puis après, sa vie n'est plus la même. Soit à chaque fois qu'elle prend les grossesses, elle les perd. Soit à chaque fois qu'un homme entre dans sa vie, il ressort. Il y en a qui meurent même. Chaque fois que vous mettez avec un homme, il meurt. C'est des choses qui arrivent. Ça se comprend parce que la vie, disons que l'activité sexuelle passe dans... La vie passe par l'activité sexuelle. Maintenant, il faut aussi savoir que, étant donné l'échange des fluides, c'est aussi un échange d'ADN. L'ADN, c'est la plus petite fraction d'un être humain, mais qui porte la carte d'identité de l'être humain. Ça veut dire que si vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un qui est colérique, je dis n'importe quoi, étant donné qu'il y a un échange d'ADN, vous prenez ce caractère parce que cette partie de son identité est entrée chez vous, vous vous retrouvez à être quelqu'un qui se fâche tellement vite, ou alors vous vous retrouvez à être quelqu'un qui est malade pour tout et n'importe quoi que vous n'aviez pas avant. En fait, c'est pour dire que le rapport sexuel n'est pas quelque chose d'aussi naturel. C'est pas parce qu'il parle bien, c'est pas parce qu'elle a les formes, c'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent. Il y a d'autres implications et il faut que nos enfants le sachent. Parce qu'avec le phénomène des sugar daddy aujourd'hui, on se dit que c'est juste un rapport sexuel et puis il te laisse l'argent et puis toi tu vas acheter les mèches brésiliennes. C'est plus que ça. C'est de loin plus que ça et il faut que nos enfants connaissent la vérité. Une fois de plus, si vous lisez le livre « Adolescents incontrôlables, la puissance de la méthode Spread », vous aurez tout ça à l'intérieur.
Très important parce que c'est ton aspect, comme vous l'avez dit, qu'on néglige très souvent, Dame Samé, mais je crois même que c'est l'aspect qui est le plus important parce que la grossesse, ça peut passer, mais on peut la gérer. Les maladies, on peut les soigner, mais justement, si vous vous retrouvez en train d'avoir, on va dire quoi, récupérer ces ondes négatives, voilà justement, venant d'une autre personne, ce sera difficile de pouvoir vous en débarrasser et ça risque de vous coller à la peau presque toute la vie et donc il faudrait pour cela faire suffisamment attention. Et pour ces filles-là, qu'est-ce qu'on doit leur dire pour qu'elles prennent en compte leurs études, qu'elles se concentrent sur l'école et qu'elles puissent produire de très bons résultats en fin d'année scolaire et qu'elles rendent leurs parents fiers? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? C'est ce que je viens de dire. Vous pouvez trouver comment dire ça à vos enfants. Si vous ne savez pas comment faire, il y a des coachs pour ça. Maintenant, plutôt, intéressons-nous à comment agir. Occupons nos enfants. Je vous en prie, occupons nos enfants. Il y a un proverbe qui dit que si Dieu ne t'occupe pas, le diable va t'occuper. C'est juste une façon de dire que si tu n'es pas occupé aux choses utiles, tu seras tenté de tomber dans les contre-valeurs. Comment on les occupe? Occupons nos enfants. Par exemple, à la maison, donnons-leur les travaux. Il y a certaines familles, il y a les ménagères, d'accord, mais trouvons une partie de choses que nos enfants doivent faire. Ayons un emploi du temps. Évidemment, il y a une partie pour la détente, mais occupons les enfants à la maison. Le ménage, la lessive, la vaisselle, gérer les cadets, vérifier qu'ils aient fait leur devoir, toi-même fais ton devoir. Occupons leur sport, par exemple. Ce sont des choses qui vont faire que leur esprit soit ailleurs. Mettons-les dans des conditions où ils vont se challenger. Est-ce que tu es, je dis n'importe quoi, dans une équipe de basket ? Par exemple, votre équipe a une compétition la semaine prochaine avec l'école d'à côté ou la ville d'à côté. Il faut aller aux entraînements. Et il n'y a vraiment pas le temps d'écouter les pulsions sexuelles qui sont quand même là. J'ai dit c'est tout à fait normal. Et tous les êtres humains normaux les ont. Ça veut dire que vous avez la capacité de vous multiplier. C'est ça que signifie cette pulsion sexuelle. Mais si vous êtes occupé ailleurs, par exemple, à faire le sport, vous sortez cet excès de puissance dans le sport et lorsque vous rentrez, vous êtes assez fatigué pour penser encore à ça. Évidemment, le corollaire, c'est qu'il ne faut donc pas être toujours devant les écrans, avoir les gens qui s'embrassent, les gens qui se caressent, parce que justement, vous voulez vous éloigner de ça pour pouvoir traverser cette période où les pulsions sont très fortes. Si en même temps, vous vous battez pour penser à autre chose, pour vous occuper à autre chose, et puis votre distraction, c'est peut-être les films pornographiques ou bien des séries à l'eau de rose à longueur de vie, à la fin, il y aura une sorte de bagarre dans votre tête et malheureusement, c'est le mal souvent qui prend le dessus. Ça va être difficile pour vous. Lorsque vous êtes une jeune fille, d'aller marcher avec les filles qui sont toujours en train de raconter leurs expériences sexuelles réelles ou inventées, parce qu'il faut aussi le dire, quelquefois, c'est même pas la réalité. Si vous ne voulez pas fumer, est-ce que normalement, vous devez marcher avec un fumeur? Non. Donc, amenez votre jeune fille à marcher avec des gens qui ont des objectifs. Quelque chose, par exemple... Ils s'intéressent à l'école comme elle. Par exemple, soit à l'école, soit des challenges de la vie. Il y a des élèves qui apprennent à faire de l'argent. Par exemple, apprenez à votre enfant comment gagner de l'argent. Ça peut se faire, ce n'est pas interdit. Donc, lorsque l'enfant sera focalisé sur comment je vais faire pour gagner de l'argent, il n'y aura plus beaucoup de temps pour regarder comment satisfaire ses pulsions sexuelles. Et quelle est la part de responsabilité des parents parfois dans l'échec ou la réussite des enfants à l'école? Ne pas comprendre que tous les enfants ne sont pas pareils. Ne pas comprendre que tout le monde n'est pas Donc, on peut avoir un destiné, enfant qui ne s'en sort pas à l'école et et tout à fait puis... normal. Et c'est tout à fait On n'en normal. fait pas tout un drame. Non, non, il faut comprendre que ça peut arriver. Tout le monde n'est pas destiné à réussir par l'école. Tout le monde n'est pas destiné à avoir 18, 19 sur 20. On vit dans une société de compétition. Donc, il faut absolument que ton enfant ait 18 sur 20 pour aller afficher sur Facebook que voilà, mon enfant, il a eu 16 ans et puis il a déjà eu le bac. Ça fait qu'on pousse l'enfant à l'extrême et finalement, il se trouve comme un peu comme un animal qu'on utilise juste pour aller afficher. Et c'est l'enfant qui souffre. Donc, que le parent remette son enfant au niveau d'enfant. Si l'enfant a une note moyenne, c'est aussi une note. Donc, il faut que le parent comprenne que tous les enfants ne vont pas à l'extrême. Autre chose que le parent peut faire et doit faire, c'est être un motivateur. Le parent doit être le coach de son enfant. Le parent doit être le motivateur de son enfant pour le pousser un peu plus. Moi, je suis de ceux qui pensent que nos enfants aujourd'hui sont de gros paresseux. Je le dis partout. Moi, je trouve que nos enfants sont de gros paresseux. Ils fonctionnent en mode service minimum. Je vous assure que quand votre enfant a eu 10 sur 20, si vous le poussez un peu, vous allez voir qu'il va avoir 13 sur 20. Donc, quelquefois, le parent doit connaître le niveau de son enfant. Est-ce que, franchement, c'est tout son niveau? Auquel cas, il faut l'accepter.
Mais est-ce que l'enfant a seulement paressé? Auquel cas, il faut savoir comment le motiver. Donc, n'abandonnons pas trop vite, poussons nos enfants, mais ne les poussons pas trop par rapport à son grand frère, par rapport à l'enfant du voisin, par rapport à les 100% qu'on met dans donc les c'est écoles. Il faudrait éviter ces comparaisons qu'on fait très souvent avec les autres enfants. Tout à fait. Dans cette école, ici, il y a eu 100% au BPC, là-bas, il y a eu 100%. Non, c'est pas toi qui vas venir nous faire avoir 90%. Ça stresse l'enfant. Donc, que les parents comprennent que chaque enfant est particulier. On ne réussit pas qu'à l'école. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que vraiment il ne réussit pas à l'école? Est-ce que c'est pas vous qui ne passez pas le temps à l'amener en vacances? Est-ce que lorsque vous allez à l'étranger, c'est pas vous qui lui gardez les tennis de 300 000? Est-ce que c'est pas vous qui lui gardez les smartphones? Voilà, toutes ces choses qui vont le distraire. Est-ce que c'est pas vous qui lui donnez 10 000 francs tous les matins comme argent de beignet, ayant rempli son sac de choses à manger? Quelquefois que les parents se remettent en cause aussi dans ce que leurs enfants deviennent. Souvent, lorsqu'on rentre à l'essentiel, l'enfant vous surprend. Parce que les enfants ne naissent pas avec un demi-cerveau. C'est à nous de savoir comment est-ce qu'on gère ça, comment est-ce qu'on l'accompagne. Moi, ce que je faisais avec mes enfants, c'est qu'au début de l'année, j'allais voir l'enseignant. Oui. Je lui dis, c'est moi la maman de tel enfant, je viens pour faire votre connaissance, voilà ce que je fais à la maison. Je voudrais qu'on communique ce que vous allez faire à l'école. Je suis prête à ce que vous me disiez ce qu'il faut faire. Je vais aussi faire à la maison. Et puis, il y aura une correspondance. Lorsque vous faites ça, je vous assure que même s'il y a 100 enfants en classe, le maître ou le professeur, il aura l'œil quand même sur cet enfant parce que sa maman est quand même venue. Tout à fait. Donc, nous, les parents, impliquons-nous quand même un peu plus dans la scolarité de l'enfant au lieu de lui changer d'école, changer de ville. Quelquefois, il demande juste un petit suivi. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses familles qui misent également sur le recrutement des répétiteurs pour garantir la réussite scolaire à leur progéniture. Vous êtes d'accord avec cette façon de faire? En partie, en partie. Quelquefois, oui, on a besoin de répétiteurs. Si vous avez fait, je dis n'importe quoi, des études peut-être de langue, et puis votre enfant fait des études de sciences, à un certain moment, vous ne pourrez pas lui le répéter, vous ne pourrez pas lui expliquer certaines choses que vous ne comprenez pas. Et c'est tout à fait normal. La connaissance est infinie, vous ne pouvez pas tout connaître. Si il y a quelqu'un qui a fait cette série et qui peut mieux expliquer à l'enfant, mais pourquoi pas? La dérive, c'est de ne pas abandonner votre enfant au répétiteur. Ce n'est pas parce que vous payez que vous devez abandonner. Allez regarder, il y a certains répétiteurs qui se sont retrouvés même à violer carrément la petite fille parce que vous avez payé l'argent, vous êtes parti. Venez quand même jeter un œil. De temps en temps, vous-même évaluez votre enfant. Demandez à votre enfant comment ça se passe avec le répétiteur. Et puis, regardez le non-verbal. Si vous demandez comment ça se passe avec le répétiteur et puis l'enfant commence à fuir le regard, votre regard, elle baisse la tête, elle parle en murmurant. C'est un signe qu'il y a quelque chose. Ne payez pas juste l'argent, vous partez, vous regardez à la fin du trimestre, est-ce que sa note a augmenté? Ça veut dire que tu travailles bien. Non, donc les répétiteurs sont bien, ils jouent leur rôle parce que nous, les parents, nous ne pouvons pas tout connaître. Oui. Mais maintenant, gardons un œil quand même pour que le répétiteur même sache que on ne lui a pas abandonné notre enfant, lui-même est sous surveillance. Je connais des parents qui ont dit au répétiteur que voici où tu vas travailler et sache que ma maison est sous vidéosurveillance, ce qui n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai, mais le parent a dit ça au répétiteur. Et de temps en temps, le parent apparaît, il ouvre la porte, il vient, il s'assoit, il dit non, allez-y, je viens juste voir ce qui se passe. Donc, quand le répétiteur sait que plus ou moins le parent est là, il se tient à carreau. Une dernière question pour sortir. Comment faut-il s'y prendre en famille avec des enfants qui perdent un ou les deux parents pendant l'année scolaire? Aïe, c'est un drame. Oui, c'est des choses qui arrivent aussi. Malheureusement, généralement, les enfants ne se remettent pas. C'est un traumatisme qui porte toute leur vie. Il faut maintenant savoir seulement comment les accompagner avec ça. C'est compliqué, généralement, il faut un suivi psychologique parce que l'autre personne qui va venir seconder le parent absent ne peut pas facilement se mettre à la place de l'enfant. Mais ton père n'est pas là, mais je suis là. Il te manque quoi? Je te paye tout. Mais il y a un niveau affectif que celui qui est là ne peut pas avoir. Donc, il faut que le parent de substitution ou celui qui reste comprenne la douleur de l'enfant. Un conseil que je donne souvent en consultation, c'est de laisser l'enfant pleurer. Laissez-le pleurer autant qu'il veut pleurer. Lorsqu'il va pleurer, il va finir de pleurer un bon coup. Il va se calmer. Ça va diminuer la douleur. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, proposez-lui autre chose. Pour un début, faites-lui la cuisine, aidez-le à faire le ménage, ainsi de suite. Et puis, petit à petit, demandez-lui. Ce n'est pas à vous de dire que tu as fait un mois de deuil. Le deuil est passé, tu vas rentrer à l'école demain. Non. Demandez-lui, est-ce que tu veux rentrer à l'école?
Aller à l'école, signaler qu'il a eu deuil, il n'est pas encore en état de reprendre l'école. Demandez-lui, est-ce que tu veux repartir à l'école? Tu veux que je t'accompagne? Tu veux que tes amis viennent d'abord à la maison? Petit à petit, commencer à lui remettre le pied à l'étrier. Autre chose va se mettre dessus, mais cette douleur, il vivra avec. Mais si vous savez, il va reprendre goût à la vie et il va repartir. Micheline Samé, psychologue, coach parental, notre invitée sur FINA Family de ce jour. Madame Samé, merci d'être venue. C'était un plaisir. Le plaisir a été partagé. William Tcholak a assuré la mise en onde de ce programme Sidonie Fikak derrière ce micro de présentation. Je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir été nombreux à l'écoute de cette autre édition de FINA Family. Merci et très bon après-midi à tous.